Au sommet virtuel de Munich sur la sécurité, Joe Biden annonce aux alliés des États-Unis « Nous sommes de retour ». Mais l'Amérique est-elle véritablement de retour? Analyse avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain. Covid-19, le cap des 500 000 morts vient d'être franchi, mais le nombre de cas décline et l'arrivée d'un troisième vaccin laisse espérer des jours meilleurs d'ici l'été. Une vague de froid dans le sud-est et le nord-est du pays ralentit l'acheminement des vaccins. État le plus touché par la chute du mercure, le Texas, qui paie un prix élevé pour son indépendance énergétique. Le podcast qui fait le buzz en ce moment, celui entre une star de rock et un ancien président américain. Mais que diable peuvent-ils bien se dire? Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de USA, une émission qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine, en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, ainsi qu'avec Denis Beaver, avocat et chroniqueur judiciaire à Bakersfield, en Californie. À l'occasion du sommet sur la sécurité qui s'est tenu à Munich le 19 février, le président Biden s'est adressé virtuellement aux alliés européens et aux membres de l'Alliance Atlantique pour réaffirmer sa promesse de candidat, le retour sur la scène internationale des États-Unis. America is back. The transatlantic alliance is back. And we are not looking backward. We are looking forward together. L'Amérique est de retour, dit-il, l'Alliance Atlantique est de retour. Nous n'allons pas regarder le passé, nous allons aller de l'avant ensemble. Nous avons le plaisir d'accueillir Herman Cohen, qui a reçu l'an dernier la plus haute distinction accordée par le département d'État, après une brillante carrière diplomatique, comme notamment ambassadeur au Sénégal et en Gambie, et secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines sous George Bush père. Il se joindra régulièrement à Point USA pour nous donner son analyse de la politique étrangère, mais aussi intérieure des États-Unis. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté cette invitation. Il est évident que ce qu'a dit Joe Biden pour renouer les liens fort malmenés par Donald Trump avec les alliés a été pour eux une douce musique. Mais d'un autre côté, chat échaudé craint l'eau froide. Même si les Européens applaudissent le discours, ils gardent tout de même une certaine distance, car ils savent qu'une autre administration, du genre de celle que les États-Unis viennent de connaître, peut revenir au pouvoir dans 4 ou 8 ans. Alors, monsieur l'ambassadeur, quand Biden dit « l'Amérique est de retour », l'est-elle vraiment, alors qu'elle a tant de problèmes intérieurs pressants à résoudre? Oui, merci de m'inviter. Ça fait plaisir d'être avec vous. Je crois que Biden parle sincèrement. Il était pressé de rassurer les Européens que ce que l'ancien président Trump a dit ne représentait pas l'opinion américaine, n'est-ce pas? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a toujours cru que la sécurité de l'Europe est la sécurité des États-Unis. Donc, il était pressé de dire aux Européens, nous sommes avec vous. Et pour prouver, il a pris certaines décisions. Par exemple, le président Trump a donné l'ordre d'enlever 5 000 soldats d'Allemagne où ils étaient, mais Biden a dit pas du tout, il reste en Allemagne. Et aussi, quelque chose de très important pour les Européens, c'est l'accord sur le climat. Et Biden a dit, nous allons réintégrer l'accord du climat. Et pour nous,
le réchauffement de la Terre et le climat, c'est une priorité très importante. Et deuxièmement, il y a l'accord Pacifique sur le commerce libre qui s'appelle le partenariat transpacifique. Président Trump a quitté cet accord, mais Biden a dit nous allons réintégrer cet accord. Donc, dans plusieurs domaines, Biden a dit l'Amérique sera importante dans les affaires internationales et pas isolationniste comme Trump a commencé à faire aux États-Unis. Donc, pour les Européens, c'est un très bon signe et je peux les rassurer comme un ancien diplomate américain qu'en général, l'Amérique est pour des liens étroits avec l'Europe. Oui, et d'ailleurs, il a fait un autre geste à l'égard des Européens, c'est d'accepter de reprendre les discussions avec le P5+1 concernant l'accord nucléaire iranien. Et vous le savez mieux que moi, les Européens sont très attachés à essayer de sauver cet accord. Oui, c'est vrai. Président Trump a dit Iran, c'est un ennemi, il faut appliquer des sanctions. C'est tout ce qu'on peut faire avec l'Iran. Mais quand même, président Obama, qui a négocié cet accord avec l'Iran, a dit qu'on peut faire du progrès. Avec cet accord, l'Iran n'aura pas une arme nucléaire. C'est ça qui compte, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de réintégrer cet accord. Mais bien sûr, les Iraniens disent votre prédécesseur a appliqué des sanctions. Nous n'allons pas parler avant qu'il y a des sanctions sont enlevées. Mais je crois que savoir que avec les Suisses qui représentent les intérêts américains à Téhéran, les négociations ont déjà démarré pour réappliquer cet accord sur le nucléaire. René, je sais que vous avez plusieurs questions à poser à l'ambassadeur. Oui, tout à fait. C'était bien que vous le souligniez, Claude, le réengagement par rapport à l'Iran, annoncé officiellement, entre parenthèses, il y a juste quelques jours. Mais il y a également le réengagement au niveau multilatéral, notamment l'OMS. Et le ton qui change. Bon, là, l'ambassadeur en a parlé tout à l'heure par rapport à l'OTAN, mais également dans les autres organismes et organisations internationales. Donc, c'est vrai que, bon, on peut se poser la question, qui paraît le plus inquiétant pour les analystes aujourd'hui, c'est qu'au fond, aujourd'hui, aux États-Unis, on se rend compte qu'un parti minoritaire, parce qu'en fait, on peut en discuter. C'est un peu ça qui se passe. Le Parti républicain est devenu un parti minoritaire aux États-Unis. Mais même plus que ça, une frange minoritaire d'un parti minoritaire peut être au pouvoir pendant 4 ans, voire plus. Donc, il est sûr que j'ai du mal à voir comment l'Amérique va pouvoir réengager le monde avec vigueur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Herman Cohen. Écoutez, à mon avis, les événements de 6 septembre, où il y a un grand nombre de voyous ont envahi le Capitole. 6 janvier, 6 janvier, vous voulez dire? 6 janvier, excusez-moi. Ça a diminué le soutien pour l'ancien président Trump, à mon avis. Il y a des gens, vous savez, dans la politique américaine, il y a des gens qui votent toujours démocrate ou toujours républicain. Bien sûr. Mais je crois qu'à cause des événements de 6 janvier, beaucoup de gens qui votent toujours républicains ont quitté les républicains maintenant. Et ils sont... donc, je crois que le nombre de gens maintenant qui soutiennent le président Trump est moins de 40%. Donc, c'est important quand même, mais ce n'est pas suffisant pour gagner une autre élection dans 4 ans. Denis, vous avez une question pour l'ambassadeur? Oui. Qu'est-ce que vous voyez de l'avenir de l'Amérique et la France? Oh, je crois qu'il y a de très bonnes relations avec la France. Je vois
vois pas de grand problème. Président Macron est très européen, très pro-l'OTAN, n'est-ce pas? Et nous avons aussi des intérêts en commun en Afrique. Dans le Sahel, nous avons des soldats dans le Sahel. La France a une opération Barkhane qui lutte contre les islamistes, les djihadistes dans les pays du Sahel. Nous avons une base dans la République du Niger avec des drones. Et nous travaillons ensemble dans plusieurs domaines. Et je vois qu'il y a une relation assez proche et c'est historique, l'Amérique et la France. Donc, je ne vois pas vraiment des problèmes sérieux. Il y a deux grands problèmes qui ont été évoqués par le président Biden lors de son discours au sommet de Munich, la Chine et la Russie. Comment, selon vous, les États-Unis devraient agir à leur égard? Quelle devrait être la politique américaine à l'égard des deux principaux adversaires des États-Unis, la Chine et la Russie? La Chine a fait pas mal de tricheries dans le commerce. Ça a fait du mal aux Américains, par exemple, les agriculteurs américains vendent beaucoup moins de produits en Chine maintenant et ils changent des tarifs, etc. Et la Chine donne l'impression qu'ils veulent avoir un système hégémonique dans les océans à côté de la Chine et pour dominer le Taïwan, la Corée du Sud et le Japon. Donc, Biden voudrait être assez dur avec la Chine, à mon avis, et il commence à faire des choses comme ça. Avec la Russie, vous savez, président Trump était un peu amoureux de Poutine. Ils avaient une relation très proche. Mais dernièrement, les services russes ont fait beaucoup de mal à nos services Internet, n'est-ce pas? Ils ont fait la guerre de cyber, n'est-ce pas? Et président Biden est très perturbé par ça. Et je suis sûr qu'il va trouver un moyen de punir la Russie pour ça. Donc, avec la Chine et la Russie, ça va mal en général. En ce qui concerne la Corée du Nord, il y avait aussi des relations presque romantiques entre le président Trump et Kim Jong-un. Comment voyez-vous les futures relations avec la Corée du Nord? Oui, président Trump a été séduit par le président de Corée du Nord, mais le président de Corée du Nord n'avait jamais une intention d'abandonner l'arme nucléaire. Tant qu'il y a des soldats américains en Corée du Sud et tant qu'il y a des problèmes avec le Japon, il ne va jamais abandonner l'arme nucléaire. Donc, le président de Corée du Nord a séduit président Trump seulement pour la publicité, n'est-ce pas, pour montrer qu'il est l'égal de tous les autres chefs d'État. Donc, je crois que Biden doit suivre une politique assez dure avec Corée du Nord aussi. Quel est, selon vous, l'ennemi que les États-Unis ont le plus à redouter? Oh, je crois que c'est surtout une question de climat et réchauffement de la Terre. Je crois que je suis très content que le président Biden donne une priorité numéro 1 pour ça, parce que ça peut faire beaucoup de problèmes pour la nourriture dans beaucoup de pays. Par exemple, dans le Sahel, il y a déjà des gens qui ont des animaux qui avancent dans les régions où il y a des fermiers, parce qu'ils n'ont plus de quoi manger à leurs bêtes, n'est-ce pas? Et c'est vrai dans plusieurs régions d'Afrique. Et il y a des problèmes avec des inondations dans beaucoup de...
Donc, je crois que je suis très content que le président Biden va donner une grande priorité. Et moi, je travaille déjà avec des chefs d'État qui sont autour du fleuve Congo. Parce qu'autour du fleuve Congo, il y a la deuxième forêt du monde après l'Amazone, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important pour retirer le carbone de l'atmosphère. Et il y a beaucoup de Chinois qui sont là pour couper les arbres et pour exporter le bois. Et donc, je demande aux chefs d'État dans cette région, 9 ou 10, pour s'organiser, pour arrêter de couper les arbres et de couper les arbres aussi pour avoir la terre pour l'agriculture, n'est-ce pas? Et de travailler avec Sénateur Kerry aux États-Unis, qui est notre plus important personnage fonctionnaire pour le climat, de trouver une solution pour ces problèmes en Afrique. Oui, d'ailleurs, le président Biden a annoncé qu'il tiendrait un sommet sur le climat le 22 avril, qui est la journée de la Terre. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce décryptage. Et nous sommes heureux de vous compter désormais parmi nos experts. Covid-19, en dépit de 500 000 morts, une lueur d'espoir pourrait pointer pour l'avenir. Nous en discutons après cette pause. Les États-Unis, avec plus de 500 000 morts en un an, détiennent le triste record mondial. Il y a tout de même des progrès d'enregistrés. Le nombre d'hospitalisations diminue, les vaccinations s'accélèrent, l'administration est focalisée sur le problème. Le président Biden vient d'annoncer la distribution de millions de masques de protection aux collectivités défavorisées. Et puis, bonne nouvelle, l'arrivée d'un nouveau vaccin de Johnson & Johnson, vient s'ajouter, René Lake, à ceux de Pfizer et Moderna. Oui, Pfizer, Moderna, deux vaccins qui se font en deux étapes. Une première inoculation et une deuxième, en général, à peu près 3 semaines plus tard. Alors, le gros avantage avec Johnson & Johnson, c'est que ce sera juste une seule piqûre, un seul vaccin. Donc, ça diminue de moitié toute la logistique qui va avec une telle opération. Donc, comme on dit un peu, ça peut être une sorte de game changer quelque part. Et également, la deuxième chose importante avec Johnson & Johnson, c'est que c'est un vaccin qui semble avoir obtenu des résultats très intéressants, très bons, pour parler très clairement, avec le variant sud-africain, le variant brésilien et un temps soit peu le variant californien. Donc, je crois que c'est important. Alors, moi, ma petite déception pour le moment, je dois vous dire, Claude et Denis, c'est celui d'AstraZeneca. Personnellement, je pensais vraiment que celui d'AstraZeneca serait d'abord autorisé aux États-Unis depuis un moment. Il est déjà autorisé en Europe. Je me dis, mais tiens, pourquoi la FDA met autant de temps à lui accorder l'urgence de l'autorisation en urgence là, je crois, qui est déposée. En tout cas qui a été déposé en Europe et qui a été accepté. Et AstraZeneca, l'avantage, c'est qu'ils ont une très grosse production puisque le gouvernement anglais et de grosses fondations comme celle de Bill Gates avaient mis déjà depuis une bonne dizaine de mois beaucoup d'argent pour pour que le vaccin soit produit en Inde. Ceci dit, il n'a pas obtenu des résultats aussi bons que les autres vaccins. Donc, c'est peut-être ça qui explique un peu que cela traîne. Mais en gros, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je ne sais pas ce que Denis en pense, lui qui est en pleine Californie, où on est dans un peu un hotspot. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Ici, en Californie, c'est vraiment un désastre. Il y a des gens qui trichent à gauche et à droite pour avoir les piqûres. Au lieu d'être par, disons, tranche d'âge, c'est n'importe qui, n'importe où, n'importe quand maintenant. C'est vraiment chaos. On essaye de rétablir un peu d'ordre, mais heureusement, ça reprend petit à petit. Nous, ma femme et moi, on a eu nos
deuxième piqûre de Moderna. Et des effets secondaires sont intéressants. Je peux te dire, René, c'est impressionnant. Denis, parlez-nous justement des effets secondaires, notamment du deuxième, qui semble en général, les effets secondaires ont l'air plus importants au niveau de la deuxième fois. Dites-nous un peu ce qu'il en est. Oui, c'était comme ça chez nous. J'avais des cauchemars, mais vraiment terribles. Technicolor, à 2 heures du matin, tout d'un coup, où suis-je? J'avais froid, je pense, la température, non, ça va, mais il fallait 2-3 jours pour être plus ou moins normal. Mais, et au premier, vous n'aviez rien eu, c'est ça? Si, mais pas trop. Mais quand même, il faut faire gaffe. Vous n'allez pas encourager ceux qui hésitent à se faire vacciner. C'est ce que j'étais en train de me dire, Claude. Ouais. Le mauvais temps dans une bonne partie du pays a malheureusement été temporairement ralenti, dirais-je. Les camions transportant les doses étant bloqués sur les routes enneigées ou verglacées. L'État le plus affecté par les intempéries a été le Texas. Habitué évidemment à des températures plus clémentes, les responsables n'étaient pas préparés pour cette vague de froid et les centrales n'ont pu satisfaire la demande. Des milliers de foyers ont été sans électricité pendant des jours. Pour ajouter à leur malheur, nombre d'entre eux sont toujours privés d'eau potable. Les autorités se rejettent la responsabilité de cette catastrophe qui va coûter tout de même plusieurs milliards de dollars de dégâts. Alors, Denis, vous êtes spécialisé dans ces questions d'assurance. Qui va payer? Qui va dédommager les victimes? Tout le monde va payer. Toi et moi, tout le monde. Le contribuable va payer, certainement. Le gouvernement fédéral doit faire quelque chose. Le problème dans le Texas, c'est que les compagnies qui fabriquent l'énergie, ils ne sont pas unis avec les États-Unis en gros. Ils n'ont pas isolé leur système. Et depuis 10 ans, ils savaient que s'il y avait un événement comme ce qui s'est passé, leurs centrales peuvent pas fonctionner. C'est trop froid, même pour leur système énergétique. Deuxièmement, les tuyaux qui ont pété à cause du froid, les compagnies d'assurance, espérant qu'ils vont payer des milliards de dollars, puisque plusieurs qui vont dire non, c'est pas couvert, vous n'êtes pas couvert pour ceci, cela, ça va être une vraie bagarre, je pense. J'ai des amis avocats dans le Texas qui attendent avec impatience ce qui va se passer. Quand New York a été plongé dans l'obscurité à la suite d'une panne géante, la ville s'était adressée aux États voisins et au Canada pour leur fournir de l'électricité. Mais le Texas n'a pu le faire, René et Denis, car pour échapper aux régulations, il a décidé de faire cavalier seul et donc pas raccordé, comme vous le disiez il y a un instant, Denis, au réseau central qui aurait pu lui fournir l'énergie nécessaire. Oui, ce qui était le cas du reste d'États voisins qui ont subi les mêmes intempéries et qui, eux, avaient de l'électricité parce qu'ils ont pu ils étaient raccordés à un système plus large. Mais le problème qui se pose, Claude, au Texas, et c'est un peu triste quelque part, c'est qu'au fond, c'est une sorte de prise en otage politique ou politicienne, même on pourrait dire, des Texans. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément de politique qui est injectée dans cette question-là. Et comme vous savez, regardez les réactions de certaines des autorités dès qu'il y a eu cette catastrophe. Il y en a même qui ont poussé le ridicule jusqu'à dire qu'au fond, c'est à cause de AOC, à cause de Green Deal, qu'ils se retrouvaient dans cette situation, alors qu'en fait, c'était exactement l'inverse et ça n'avait rien à voir avec cela. Parce qu'il y a parce que le Texas est entièrement contrôlé
d'un point de vue de l'exécutif comme du législatif par les républicains et qui considèrent qu'au fond, plus ils sont autonomes, comme ils sont également en tout cas, ils ne sont pas pro énergie renouvelable. Il y a là quelque part un jeu un peu politicien qui se joue sur la question énergétique au Texas et j'espère que cette catastrophe-là, cette fois, va mettre fin à tout cela. Je vois qu'en plus de ça, vous vous souvenez que aux dernières élections, c'était quand même assez serré, beaucoup plus serré que d'habitude. Hein. Les républicains ont gagné, Donald Trump a gagné le Texas, mais c'était de relative justesse. Donc, on peut penser que déjà qu'il y a une évolution démographique dans l'État, on peut penser qu'avec les prochaines élections, si les choses changent, si le rapport de force politique change, je pense qu'on reviendra peut-être à des solutions plus modérées, plus efficaces, plus intelligentes, surtout beaucoup moins politiciennes. Et ce serait quelque chose si le Texas devenait soudain un État à majorité démocrate. Merci. Quel est le podcast qui fait le plus parler de lui en ce moment aux États-Unis? La réponse après cette pause. Le podcast est devenu le moyen de communication à la mode. Qui croit avoir quelque chose à dire à son podcast? Il y en a 1 750 000 dans le monde, dont le plus grand nombre aux États-Unis. Celui qui fait le buzz ces jours-ci, ici, c'est celui entre une superstar de la chanson, Bruce Springsteen, et une superstar ou ex-superstar de la politique, Barack Obama. Alors, on pourrait croire qu'ils ont peu de choses à se dire, peu de choses à échanger, mais pas du tout, René. Ils se sont trouvés beaucoup d'affinités. Oui, ils sont devenus de grands amis depuis les grandes épopées des campagnes politiques. Comme vous savez, tous les deux, Denis et Claude, Bruce Springsteen est toujours très présent, toujours très actif dans pratiquement toutes les campagnes des démocrates depuis des décennies. Et bien entendu, quand Obama se présentait, il était présent et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et il semblerait que que ce serait un petit coup de main, un petit coup de pouce de Michelle Obama qui aurait jeté Barack Obama dans les bras de Bruce Springsteen parce qu'elle disait à son mari, et c'est lui-même qui raconte ça en parenthèse dans le podcast, qui dit que oui, un jour, il y a Michelle qui dit, mais tu sais, je trouve que Bruce, là, il a vraiment de bonnes idées, c'est un bon père de famille et c'est quelqu'un qui se remet facilement en cause. Toi, par contre, tu as un peu le problème, tu ne te remets pas aussi rapidement en cause. Peut-être que tu devrais passer un peu plus de temps avec le gars. Et donc, du coup, il raconte ça et il dit que, bon, finalement, ils ont développé une amitié, une relation affective particulière. Oui, absolument, parce que chacun a eu pendant sa jeunesse des moments difficiles. Et donc, au cours de cette conversation, vous pouvez d'ailleurs écouter gratuitement sur Spotify. Il se libère d'une certaine façon et c'est une chose assez intéressante et c'est effectivement des choses dont on parle beaucoup en ce moment dans la page des Échos. Denis, s'il vous était donné l'occasion de faire un podcast avec une personnalité politique ou autre, qui choisiriez-vous? Donald Trump, sur la solette. Expliquez-vous, monsieur. Alors, pourquoi? Comment? Qui est votre psychiatre? Et vous, René? Oui, elle est pas mal, c'est la Denis, mais ce serait plus un ring qu'un podcast. Alors, moi, je vais un peu dans le même ordre d'idée, mais je ne vais pas à l'extrême comme Donald Trump, mais je dirais Mitch McConnell. Pour la raison que je le dis toujours, je pense que les 2 prochaines années, pour moi, la chose la plus fascinante, ça va être de voir comment va se transformer ou ne va pas se transformer le Parti républicain. C'est quand même le deuxième parti, en fait, c'est l'un des 2 partis des institutions politiques de ce pays. Donc, c'est important de savoir ce qui s'y passe. Donc, je pense que Mitch McConnell, ce serait quelqu'un, oui, si on avait un petit podcast pendant les 2 prochaines années, ce serait super. On passerait du très bon temps, ça c'est certain.
Très bien, moi je n'ai pas à choisir, j'ai déjà les deux meilleurs partenaires que je puisse pour cette émission. En tout cas, Il y a des relents de politiciens là, hein, Denis. J'ai l'impression que Claude prépare une campagne politique dans le Maryland ou quelque chose comme ça. merci à tous les deux en tout cas pour votre contribution cette semaine. C'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Merci aussi à notre producteur, réalisateur, Serge Djemba, et merci bien sûr à vous tous qui nous avez suivis. C'est notre 4e édition et nous serions heureux d'avoir un retour. Alors, écrivez-nous et vous pouvez nous adresser vos commentaires, questions et suggestions à frenchbuzztv.com. À Washington, Claude Porcella. À bientôt.